La prochaine fois que vous faites l'amour, je vous demande d'éjaculer le plus rapidement possible. Vraiment, c'est l'objectif, quoi. Moi, je parle cash. Donc, en même temps, je parle de la beauté et tout ça, et ce qui est vrai. Mais je dis les mots cash. Par exemple, sur la question de la masturbation, qui est jamais hyper facile à aborder, je leur dis... Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir avec vous la question de la sexualité dans le couple. Et pour ça, quoi de mieux que d'inviter une spécialiste qui est en plus une amie très chère. Il s'agit de Julie Nicole. Je vais la laisser tout de suite prendre ma place pour qu'elle se présente. Magnifique Julie. Bon, je suis ravi de t'accueillir là pour cette vidéo. On va parler de sexualité. Est-ce que tu es d'accord juste pour te présenter brièvement, expliquer un peu dans quoi est-ce que tu travailles, expliquer de quoi est composée ta pratique au quotidien. Donc je m'appelle Julie Nicole. Je suis formée à l'approche systémique, donc je suis thérapeute systémique et à côté je suis formée aussi en sexothérapie. Donc moi j'ai une clinique, donc des consultations où je reçois des gens seuls, des couples et des familles, mais quand même plus des couples, c'est un peu mon domaine de prédilection. En général, je suis hyper touchée par les histoires des couples. Je pense qu'en fait, c'est ça. Je réalise souvent en te le disant. Et puis, j'aime aussi l'idée qu'il y ait une fin. Et je trouve qu'il y a plus facilement une fin. J'adore mon boulot. Ça fait 7 ans, je crois, maintenant que j'exerce. Et voilà, je bosse en visio et au cabinet. Peut-être la première question que je voudrais te poser, ce serait toi, en tant que thérapeute de couple, tu vois beaucoup de couples, est-ce qu'il y a des types de problématiques à travers lesquelles les gens arrivent le plus souvent quand il s'agit de la question de la sexualité, quoi? Est-ce que tu vois vraiment des grands types de problématiques en ce qui concerne la vie sexuelle des couples dans ta pratique? Ce que je vois le plus, en tout cas, je sais pas si c'est la plus grosse problématique, mais celle pour laquelle ils viennent le plus en consultation, c'est quand il y a une désynchronisation du désir sexuel. Ça veut dire que quand il n'y a pas la même envie, le même désir chez l'un et chez l'autre, que ce soit de fréquence, d'intensité, etc. Je dirais que c'est ça la problématique qui est souvent la plus fréquente. Et la deuxième, peut-être, ça va être quand il y a eu une infidélité. Okay. Ou du coup, il y a tout le travail sur le pardon, etc. Mais même quand ça s'est fait, retrouver une sexualité sans les images, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va être quand même surtout les deux choses. Après, il y a plein d'autres sujets. Ça peut être l'éjaculation rapide. Mais ça vient moins quand même comme ça. C'est quand même des sujets, autour du désir, je dirais principalement. Et du coup, dans la question du désir, c'est quoi? C'est qu'il y a une asymétrie, il y en a un qui éprouve plus de désir que l'autre, ou c'est une absence de désir total? Ça peut être les deux. En fait, il peut y avoir soit ce qu'on appelle le désir sexuel hypoactif, ça veut dire qu'il y a ça c'est un trouble, c'est dans le DSM et c'est un trouble de la sexualité. Et donc pour que ce soit reconnu comme ça, il faut que ça dure plus de 6 mois. Et que ça cause vraiment une souffrance pour soi ou pour le couple. Donc, il y a comme le désir qui s'est éteint. Et du coup, si c'est pas le cas pour l'autre partenaire, alors aussi, ça va créer une désynchronisation. Et parfois, il n'y a pas de trouble de désir hypoactif. Donc, il peut y avoir, ça fait pas 6 mois, où il y a quand même du désir, mais beaucoup moins. Et là aussi, ça va créer une désynchronisation. Donc, finalement, que ce soit un trouble, une vraie pathologie, ou que ce soit absolument pas un trouble, souvent, ça a des incidences sur le couple. Pas toujours, mais ceux qui viennent me voir, Et les gens viennent principalement en couple, ou alors est-ce que tu en vois beaucoup qui viennent en individuel en disant qu'ils ont un problème, dans leur sexualité, et après tu vois le couple? Comment ça se passe en règle générale? C'est plutôt ils arrivent à deux, ou ils arrivent seuls et ensuite tu les vois à deux? Souvent ils arrivent à deux. Okay. Le plus, c'est parce que moi, du coup, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute, et du coup, ils connaissent un peu les deux casquettes. Donc, soit ça part d'une thérapie de couple, ils sont tous les deux, soit ils prennent rendez-vous, et en général, ils sont à deux. Et si quelqu'un m'appelle pour prendre rendez-vous pour un problème lié à la sexualité, et que c'est une personne qui est en couple, parce que c'est pas toujours le cas, et si c'est une personne qui est en couple, souvent, je vais dire, venez à deux. Venez à deux pour la première, c'est pas une personne qui a un problème. C'est impossible, surtout en systémique. Je veux dire, même si c'était une personne qui avait un problème, par exemple comme le trouble du désir hypoactif, ça a un impact sur la relation. Et du coup, ça va provoquer quelque chose, ça va être circulaire, etc. Et on peut pas travailler, moi je trouve, en sexualité avec une personne toute seule. Et parce que aussi, tout ce qui va être dit sur, leur histoire passée, leur représentation de la sexualité, etc., même si on se concentre sur une personne, c'est tellement important que l'autre entende ça, que l'autre va avoir un regard tout à fait différent, etc. Donc pour moi, c'est à deux. Et après, je vais faire des petites parenthèses
ou je vais voir une personne parfois toute seule pour aller dans des choses, je sais pas, plus intimes ou plus crues, ou quand je vais avoir besoin d'explorer des choses un peu plus en détail pour pas abîmer le couple, je dirais. Donc des fois, je vais faire des séances individuelles, mais vraiment au milieu de la thérapie. Est-ce que tu peux expliquer comment toi, t'en es arrivé à faire de la sexo? Comment est-ce que t'as emprunté cette voie-là? Voilà, qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, t'en es arrivé à traiter ça avec les couples? Moi, ce qui m'intéressait au début, c'était la thérapie de couple. Ouais. C'était les couples, comment ils fonctionnent, comment faire pour que ça marche, les interactions, etc. Et après, je suis venue à la sexualité, peut-être parce que je pense que c'est un élément important du couple. Et je me suis rendu compte que dans mes formations, en thérapie systémique et notamment en thérapie de couple, il y avait très très peu de place sur la sexualité. Je me dis, c'est pas du tout suffisant pour moi. Et je crois que c'est comme ça que je me suis formée. Et je sais pas, je trouve ça hyper intéressant de voir comment toutes nos représentations, toute notre éducation a pu influencer et comment on peut, en discutant, faire bouger ces choses-là. Moi, je parle très vite d'amour, mais aussi de plaisir, de joie, de beauté. Je commence toujours à parler de choses comme ça. Et parfois, ils sont étonnés parce que, au début, quand ils sont jeunes, ça va, et on parle de sexualité, on parle de MST, de grossesse, faites gaffe. Au lieu de commencer par désir, amour, plaisir, quoi. Et du coup, je pense en fait que quand on arrive sur le sexe, sur cette question-là, pour aider les gens à en parler, je vais commencer à en parler. Okay. Et ça change tout. Si je commence à leur poser une question, ils vont pas tellement savoir le vocabulaire. Et du coup, moi, je parle de la sexualité de manière générale. Et je commence beaucoup à dire à quel point c'est de l'intimité, c'est quelque chose de beau, de sensuel, que des choses très positives et très enveloppantes, etc. Et du coup, je trouve que ça facilite. Après, on peut rentrer dedans. Comment vous faites? Enfin, voilà, le fait de commencer moi à en parler. Et après, pas que de trucs de beauté. Après, je vais pouvoir utiliser des vrais mots, amener des vraies choses, et ça va complètement décomplexer parce que j'aurais utilisé en premier certains mots. Et puis, il y a de l'intuition. Enfin, tu t'adaptes à qui t'as en face de toi et tu sais avec qui tu vas utiliser quel vocabulaire quand même. Moi, je parle cash. Donc, en même temps, je parle de la beauté et tout ça, et ce qui est vrai. Mais je dis les mots cash et je parle presque comme je pourrais parler avec une pote. Ouais. Dans le ton, la manière de parler. Ça peut m'arriver de dire meuf, mec, mais par contre, dans ce que je vais apporter, là, ça va être d'un point de vue thérapeutique. Il y a une stratégie, je sais ce que je vais faire, etc. Mais la manière de parler, ça peut être comme un pote. Et du coup, ça facilite vachement. Bah oui, parce que toi, tu utilises un langage décomplexé, et donc du coup, c'est décomplexant pour les personnes que t'accompagnes, quoi. Ouais. Ça leur permet d'ouvrir un champ. Après, ils peuvent le réutiliser. Par exemple, sur la question de la masturbation, qui est jamais hyper facile à aborder, je leur dis tout de suite que dans une vie, les statistiques montrent qu'on a tellement plus de sexualité individuelle que de sexualité relationnelle. Je sais plus les chiffres, je peux me dire n'importe quoi, c'est peut-être 3 ou 4 fois plus. Donc du coup, en me disant mais voilà à quel point c'est normal, etc. Après, ça va être plus facile. Ce serait quoi pour toi les 3 fausses bonnes idées que les couples peuvent avoir pour traiter un problème de sexualité dans leur couple? Je vais dire mes 3 fausses bonnes idées, sachant que c'est de manière générale. Et c'est hyper important de préciser ça. Tout le monde a une sexualité différente, un truc qui va marcher pour l'un, pas pour l'autre. Et tu vois, c'est hyper chaud de faire des généralités dans la sexualité, mais quand même, de mon point de vue, une première fausse mauvaise idée, c'est l'achat de la lingerie sexy. Ça peut être sympa, mais je vois pas comment ça va régler une problématique dans le couple, quoi. Il peut y avoir de la déception. Alors, soit ça va être l'homme qui va acheter, du coup, la femme va se sentir obligée, et en fait, ça va l'exciter lui, et elle, peut-être pas tant que ça. Donc, super mauvaise idée. Puis alors, le message, il est clair sans être clair. Enfin, une forme de contrainte, pas top. Soit ça va être elle, en pensant que ça va raviver, et en fait, ça se situe pas là, donc lui aussi peut sentir, t'as fait tout cet effort, ou tu l'as mis ce soir, et en fait, ce soir, je veux pas, enfin, voilà, bref. Pas la meilleure idée pour moi. Deuxième fausse mais bonne idée, mais un peu à l'inverse, c'est les couples qui, surtout, ne veulent pas de rendez-vous de couple. Parce qu'ils se disent, attends, si on se dit ce soir à telle heure, on baise, en gros, on fait l'amour, ça enlève tout le charme, enfin, ça va pas marcher, quoi. Et ça, je pense que c'est faux. De se dire, on attend la spontanéité, des fois, elle vient jamais. Des fois, on est crevé, etc. Et d'avoir un rendez-vous pour le couple, pour moi, ça peut être excitant. Parce que, la journée, on peut s'échanger des sextos. Et même sans ça, on peut y penser, avoir des petits fantasmes, imaginer. Et le fantasme, c'est quand même la base du désir. Et voilà, avoir un rendez-vous pour le couple.
Et ça veut pas dire forcément faire l'amour, il y a pas d'obligation. Mais en tout cas, pour l'intimité, la sensualité, je trouve ça génial. Et preuve en est, pourquoi ça marche super bien avec un amant? Parce qu'on sait qu'on a rendez-vous telle heure, tel jour à l'hôtel et c'est hyper prévu. Et donc c'est pas parce que c'est prévu que du coup c'est chiant et c'est pas ça C'est va. un tue l'amour, ouais. Ouais, que c'est un tue l'amour, pas du tout. Et la troisième, ce serait bon, si on a un problème de sexualité, c'est qu'on fait pas, c'est pas assez diversifié. Donc, viens, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. La manière dont c'est fait peut ne pas être du tout raviver parce qu'en général, quand il y a une problématique, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime qui se joue. Et mis à part, si c'est vraiment une personne qui a envie d'aller ailleurs, et là, ça peut être intéressant sans dire on faire ça qui l'emmène, mais se dire si notre sexualité est pas épanouie, c'est parce qu'on n'a pas fait toutes les positions du Kama Sutra, je pense pas que ça va régler le problème du tout. Ouais, ok. C'est quoi pour toi la plus grande idée reçue en ce qui concerne la sexualité dans le couple? C'est qu'on fait plus l'amour quand on est vieux. C'est Ouais. tellement faux. Comme si on se représentait jamais ça, quoi. Les grands-parents, non, ils sont vieux, alors que pas du tout. Ils peuvent avoir du désir, l'envie, encore heureux, quoi. Pour moi, c'est une idée fausse. Je sais pas si c'est la plus grande, mais c'est celle qui m'est venue en premier. Bah, tu parlais tout à l'heure des types de problématiques quand il y a une asymétrie au niveau du désir dans les couples. Toi, en tant que thérapeute de couple, comment tu vas accompagner ça quand il y a justement un des deux qui a plus de désir ou un des deux qui a moins de désir que l'autre? Comment est-ce que tu vas t'y prendre en règle générale? Franchement, c'est le truc, c'est hyper complexe, le désir. C'est tellement fin, tellement sensible. Donc, et dans les causes, c'est multifactoriel parce qu'il peut avoir de la fatigue, du stress, il peut avoir évidemment la relation, enfin, voilà, les causes sont énormes. Et dans les effets aussi. Dans les causes, grossièrement, j'essaye un peu de voir ce qui s'est passé, du coup, en demandant depuis quand, est-ce que ça a toujours été le cas, etc. Et parfois, en fait, ça va correspondre à un changement de moment de vie, en fait. L'arrivée d'un enfant, typiquement, c'est quand même assez souvent ça. Ou l'autre, pour X ou Y raison, qui a déçu, ou voilà. L'estime de soi, l'image corporelle, si on a grossi, s'il y a eu un cancer, plus de ça. Enfin, tu vois, c'est ultra large. Je dis un homme, mais peut-être parce que j'ai plus vu ça. Non, peut-être c'est plus les hommes. Genre qui est au chômage. Et ben une baisse d'estime et du coup il va moins arriver à être dans cette position-là. Donc bref, c'est hyper large, donc tu vois un peu creuser ça. Et mais de manière dissociée, je dirais, des causes qu'on va travailler bien sûr, il y a les effets. Et ce que je demande très vite, et souvent la réponse est oui, et là je suis assez cash. Bon, là je te demande l'exemple parce que en vrai, ça peut être la fille qui a le plus de désir, le mec moins, ou l'inverse. Vraiment, ça peut être les deux, même si c'est un petit peu plus autant. Mais ça stresse pas. C'est un peu plus dans quel sens tu veux dire? C'est un peu plus le mec qui a envie. D'accord. Et la fille moins, mais je dirais que là maintenant, je crois, j'ai plus des statistiques, je sais plus, on doit être à un tiers où c'est dans l'autre sens ou un petit peu plus. Là, je te prends l'exemple où c'est le mec qui a plus envie, déjà parce que les effets, ça se traite pas exactement pareil. Ça a pas exactement les mêmes effets en fait. Donc quand c'est le mec qui a plus envie, je lui demande du coup, voilà, comment il vit le fait qu'il y ait moins de sexualité. Et très souvent, il va dire qu'il est déçu, que même s'il reste sympa avec sa femme, hein, mais que c'est hyper dur pour lui, qu'il est frustré, que voilà. Et je vais demander aussi à elle, et elle va souvent, elle va me dire, je culpabilise beaucoup, c'est pas sympa pour lui, c'est pas juste, en plus ça fait partie du couple, machin. Bon, bref, en tout cas, ce vers quoi je vais aller, c'est est-ce que lui va être trop insistant? Et très souvent, oui. Soit il va être trop insistant dans sa manière de faire, soit, en fait, la fille, elle va un peu le payer. C'est-à-dire qu'elle va réussir, entre guillemets, à dire non, à pas vouloir, mais elle va sentir que le lendemain, il est un peu plus irritable, ou il fait un petit peu la gueule, même si c'est pas directement je te fais la gueule pour ça. Et ça, mais c'est le pire. Donc du coup, là, je vais être même un peu directive avec le mec. Je vais dire, mais regarde, quand tu fais ça, du coup, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, il faut qu'on fasse l'amour ce soir parce que il va faire la gueule ou il est pas content. Du coup, ça devient un devoir. Du coup, là, je regarde, je dis, mais qui est excité par un devoir? À quel moment tu peux avoir du désir pour un truc que tu dois faire? Je dis, mais c'est mort. T'es en train de tout péter sans le vouloir, quoi, en faisant ça. Et du coup, en fait, ça s'accentue. Parce que du coup, bah, elle a encore moins envie. Elle va appréhender. Et combien me dit ça? Merde, le soir, comment je vais faire pour esquiver? Bon, est-ce que ce soir, il faudrait pas? Et du coup, le sexe devient une appréhension, une obligation, et ça tue le désir. Je dis même que c'est une forme de contrainte morale quand les filles, elles y vont quand même, tu vois. Et excuse-moi, mais une relation sexuelle avec contrainte, on est dans un abus sexuel, quoi. Et surtout, je vais beaucoup parler devant lui,
à la fille en disant à quel point ça doit être hyper dur à vivre, de stresser, la culpabilité, le fait de se sentir un peu paumé, de pas savoir. J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, que chacun aussi est responsable de sa sexualité, que ça appartient au couple et que c'est pas la personne qui a une baisse de désir qui a un problème, ou l'autre qui a beaucoup de désir qui a un problème. D'ailleurs, non plus. Ouais. C'est comment, ensemble, on en est là, comment il y a cette désynchronie, qu'est-ce qu'on peut faire. Bref. Et ensuite, je vais beaucoup aller, parce que là, on est sur les effets. Donc, les effets, ça va être... Il y a des effets aussi sur lui, hein. Mais qu'on travaille après. Effet de... parce que souvent, on peut croire, ouais, ça va, il est juste frustré parce qu'il a envie de baiser, t'as envie de lui dire, masturbe-toi, quoi. Parce que parfois, je fais. Mais ça suffit pas. Et ils disent non, je veux faire l'amour. Et pourquoi? C'est pas juste une espèce de pulsion physiologique, c'est aussi une histoire d'estime de soi. Et qui dit non, il va dire en fait l'estime de lui-même va baisser au niveau narcissique. C'est ce qui crée aussi le lien, le sentiment. Pourquoi l'estime baisse? Un sentiment d'être rejeté, de pas être à la hauteur. Donc ça va être plein d'autres choses qui vont se jouer, qui vont avoir un effet sur lui. On peut traiter aussi. Et enfin sur les effets, là où je vais à chaque fois, c'est du coup, et en plus, eux ne te le nomment jamais parce qu'ils te nomment toujours la problématique, on fait plus l'amour. Et du coup, moi, je demande systématiquement, est-ce que vous continuez de vous toucher? Et là, la réponse souvent est non. Et moi, je commence toujours pas ça, je leur dis à quel point c'est hyper triste, parce que déjà, ils ont plus la sexualité qui les attriste tous les deux en général, mais en plus, ils ont même plus la corporalité, la sensualité, et que c'est trop dommage, quoi. Et du coup, on travaille là-dessus. Donc, en général, la personne qui a moins envie de faire l'amour, elle va plus oser toucher l'autre en disant merde, il va interpréter ça comme l'ouverture. L'autre n'ose plus parfois non plus, ce qui veut dire je vais encore être déçu. Et du coup, on se touche plus. Or, le toucher, c'est ça qui crée l'intimité, quoi. C'est ça qui crée le lien aussi beaucoup. Autrement, on est fonctionnel. Donc, se toucher, c'est juste se prendre dans les bras en regardant un film, c'est le matin se regarder vraiment, se prendre les mains, c'est pas le petit smack pour partir, mais c'est en conscience, je te dis au revoir mon amoureux, je te fais un vrai baiser ou un vrai hug en conscience. Et franchement, quand ils retrouvent ça et je leur donne des exercices, bref, ça améliore tellement les choses, ne serait-ce que dans le lien du couple. Quand on rétablit le contact entre eux par des tâches, de se toucher, etc., pour que ça fonctionne bien, je dis au couple qu'ils n'ont pas le droit de faire l'amour jusqu'à la prochaine séance. Et ça change tout parce que ça enlève vraiment ces flips. Donc on va se toucher, on va se rapprocher, on va se caresser. De toute façon, on n'a pas le droit de faire l'amour, donc on n'a plus peur. Et donc on se retouche vraiment. Trop important. Est-ce qu'il y a d'autres types de techniques comme ça que toi tu utilises dans ta pratique assez fréquemment et que tu pourrais partager maintenant? Je peux te raconter 2 petites anecdotes. Avec plaisir. Sur ça. J'avais reçu un couple et dont la jeune fille, plutôt jeune, il y a des couples d'ailleurs, je trouve que les couples sont hyper jeunes, mais même en thérapie de couple, et moi je trouve ça trop bien. Et elle me dit, du coup c'est très problématique notre sexualité parce qu'il peut pas y avoir de pénétration, parce que j'ai un vaginisme, etc. Et qu'on lui avait donné, je suis désolée, je connais pas le nom, je devrais, des petits trucs à mettre dans le vagin à chaque fois un peu plus grand pour ouvrir. Et du coup, un peu, j'avoue, à l'intuition, à l'aveugle, là, le lien était hyper bien fait, forcément. Je lui dis, écoutez, moi, je crois que vous avez pas de vaginisme. Je pense vraiment que, non, votre vagin, il va très bien. Tout va très bien. On peut oublier ça. Et puis, je dis, et puis voilà, rentrez chez vous avec votre amoureux. Et puis, par contre, ça va être important, ne faites pas l'amour, jusqu'à la prochaine séance. Et c'est là où ils ont fait l'amour. J'avais interdit, et donc certainement que ça avait libéré aussi la pression, voilà. Et puis lui dire, c'est pas un vaginisme, qu'il avait enfermé. Une autre prescription paradoxale, par exemple, pour l'éjaculation rapide. Et du coup, j'avais prescrit je l'ai fait plusieurs fois, ça. J'avais dit aux garçons, écoutez, la prochaine fois que vous faites l'amour, je vous demande d'éjaculer le plus rapidement possible. Vraiment, c'est l'objectif, quoi. Le but, c'est éjaculer le plus rapidement possible. Comme ça, après, c'est fait. Et puis ensuite, vous referez l'amour une deuxième fois. Et puis, vous tiendrez peut-être plus longtemps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est à la première relation sexuelle que ça va être plus long. Évidemment, pas la deuxième, parce que la deuxième, il va retrouver le stress et c'est pas parce que c'est un deuxième coup. Mais comme à la première, le but, c'était d'éjaculer vite. Il y avait pas, mince, si j'éjacule vite, c'est un problème. Et du coup, c'était, voilà. Comment tu vas travailler les choses? Je sais pas si ça t'arrive fréquemment, en tout cas moi je le vois souvent, quand t'as un des deux partenaires en fait qui veut ouvrir le couple et l'autre qui souhaite pas. Est-ce que c'est un cas de figure que tu observes de temps en temps et comment tu traites ça? Non, en fait, j'ai pas souvent un qui dit je veux et l'autre veut pas.
Par contre, j'ai déjà des couples qui viennent parce que ils sont dans un couple libre et qu'en fait ça fonctionne pas si bien que ça. Et en fait, je crois que ça dépend aussi beaucoup des motivations. Je me rappelle notamment d'un couple où donc c'était la fille qui avait envie de rentrer dans un couple libre et en fait sa motivation qu'on a trouvée, c'était parce que je suis féministe libre et que mon corps m'appartient. Et en fait, c'était pas mon amie du temps et elle, c'était pas poussé par un désir corporel ou c'était vraiment autour de valeurs, de si je suis une femme libre, mon corps m'appartient, etc. Ce qui peut s'entendre. Mais en fait, du coup, elle en avait pas vraiment envie. Elle avait envie d'être cette fille ouverte parce que ça correspondait à son position féministe. Et du coup, le travail a été comment on peut être cette féministe-là et ne pas ouvrir son couple parce qu'en fait, ça nous correspond pas vraiment. Donc, du coup, après, de manière plus large, comment on est tous hyper ambivalents, avec des contradictions, et c'est pas, et du coup, le travail, il a été vachement là-dessus. Toi qui es aussi thérapeute familial, est-ce que il y a parfois, tu observes vraiment des aspects transgénérationnels dans la question de la sexualité des couples ou des legs familiaux comme ça, ou de vision de la sexualité qui imprègnent les couples que tu peux rencontrer? Comment tu Alors, peux voir ça, quoi, à niveau aussi? Déjà, c'est pas au niveau des couples, mais beaucoup au niveau de l'inceste et des abus sexuels, des répétitions, et puis sans savoir quoi. Là, en ce moment, j'ai une maman qui a été abusée par son frère. Les enfants ne le savent pas, mais dans ses enfants, le fils a abusé de la sœur. Et après, dans les couples, je peux te donner un exemple. Une famille où le plaisir était mal, pas le désir. Le plaisir, c'est-à-dire jouir, quoi. Mais de la vie, de la bouffe, avoir trop de plaisir. Donc tout est mérité. Il faut pas trop de cadeaux. Il faut pas trop d'excitation. Je sais pas comment dire. Il y avait vraiment un truc autour du plaisir. Et du coup, dans la sexualité, elle a du désir, mais vraiment sa problématique, c'est j'arrive pas à aller dans le plaisir, et elle explique hyper bien. Je sens que ça pourrait être là, mais j'ai peur d'y accéder, de à quoi ça pourrait ressembler, parce que si je lâche le truc, ce plaisir, comment je pourrais le maîtriser tellement je suis pas habituée. Puis après tout, franchement, évidemment qu'à chaque fois, c'est-à-dire l'éducation, comment on en parle, s'il y a cette représentation, c'est sale, ou il y a cette représentation, c'est dangereux, ou c'est mal. Tout ça, ça joue, mais à fond. Et d'ailleurs, petit tips, plus les parents parlent de sexualité, plus l'enfant devenu ado et adulte aura une sexualité épanouie et saine. Et souvent, les parents ne veulent pas, même à l'école ou tout ça, en disant, on va leur donner des idées. Machin. Et en fait, c'est l'inverse. Le premier rapport sexuel est plus tard, quand ils ont toutes les infos, parce qu'ils savent ce que c'est, ils vont pas chercher les infos dans le porno ou n'importe où, ils veulent pas tester pour voir parce que c'est ouvert, parce qu'on parle aussi d'amour, etc. Donc c'est vraiment une fausse intuition de se dire on n'en parle pas, ça va leur donner des idées. C'est tellement l'inverse, quoi. Et j'imagine qu'il doit y avoir un entre-deux, parce qu'il y a aussi, je sais pas si t'as vu des situations comme ça, moi j'en ai connu. Ouais, vas-y. Où les enfants, enfin devenus adultes, avaient été extrêmement marqués par la façon trop exposée dont les parents parlaient de sexualité. Donc il y a un juste milieu, quoi. Alors attends, il y a une différence énorme entre leur sexualité et la sexualité. Par contre, des parents qui exposent leur sexualité ou qu'en parlent, mais c'est horrible. Mais même quand t'es adulte. Par contre, informer sur la sexualité, répondre quand il y a des questions avec les vrais mots, laisser des bouquins qui traînent. Tu vois, c'était plus dans ce sens-là que je voulais dire. Ouais. Je sais pas si... C'est vrai que là. Ouais. Et est-ce que tu vois, toi, que les jeunes couples consultent pour des raisons similaires des couples plus mûrs, plus âgés? Déjà, j'ai plus de couples jeunes. Quand tu dis jeune, c'est quoi? Ouais. Ça veut dire quoi, jeune? T'as raison. Moi, je suis un peu je suis jeune. Ouais, j'en ai de vingtaine, trentaine, quarantaine, cool, quoi. Okay. Mais j'ai aussi des personnes plus âgées. Alors, parfois, il y a la question de la retraite. Genre, on a plus de temps, où il est tout le temps maintenant, ou elle est tout le temps à la maison, et qui peut faire du mal un peu au couple, et donc des répercussions dans la sexualité. Autrement, en général, en tout cas, moi, dans ma clinique, quand ils viennent un peu âgés, soit c'est que ça a toujours été un peu problématique. Souvent, c'est ça. Et là, ras-le-bol, tu vois. Ou alors, ça va être aussi lié à l'âge, par exemple, la ménopause et du coup les conséquences, ou l'andropause. Je me souviens d'un couple où il y avait une assez grande différence d'âge, et du coup, lui avait vraiment des problèmes d'érection, mais même de désir, ou tu vois. Et elle était hyper frustrée, quoi. Elle avait envie, et plus elle avait envie, plus il avait la pression, moins il arrivait, moins il savait
touché ou tu vois, je sais pas comment dire. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à toutes les personnes qui expérimentent des problèmes de sexualité dans leur couple? Et ensuite, dans une seconde partie de la question, qu'est-ce que tu conseillerais à tous les thérapeutes de façon générale pour pouvoir aborder ces questions de sexualité? Donc la question, elle est à double niveau. Ouais. Question un peu pour tout un chacun si on éprouve des problèmes de sexualité dans son couple. Et la deuxième, plutôt à destination de si on est professionnel de la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ça? Alors, les couples ont des problématiques. Pour moi, allez voir un sexothérapeute. C'est pas la honte, enfin, de toute façon, ça se démocratise. Ou alors, écoutez des podcasts. En tout cas, informez-vous. Parce que très souvent, c'est lié à l'éducation. Éduquer au porno, à la performance, ou même juste à la non-connaissance du corps ou de corps d'autre. Moi, j'ai déjà une femme, 50 ans, qui en fait, j'ai réalisé, elle savait pas ce que c'était que le clitoris. Ou alors juste comment fonctionne le corps de l'homme, de la femme, enfin le corps de l'autre, parce qu'en fait, on connaît mieux son propre corps. Et donc, informez-vous. Plus on baigne un peu dedans, on s'informe, on lit des bouquins, plus ça devient pas tabou, naturel, et du coup, plus c'est facile, je crois. Donc ce serait ça le conseil. Et ensuite, dans l'autre sens, le conseil, c'est d'être détendu. Alors moi, des fois, je commence en me disant, ok, la chèque, ça peut être hyper délicat. Vous inquiétez pas, je fais ça tout le temps. On va y aller tranquille. Et voilà, j'essaye d'être... Alors déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une bonne alliance, de l'humour. Franchement, moi, je rigole. Des fois, on rigole parce que eux-mêmes vont, au bout d'un moment, utiliser des termes un peu drôles et ouais, un peu d'humour quand même là-dedans, de légèreté. Et puis de beauté, quoi, parler, mais aussi bien sur le lien intime profond que sur le côté un peu parfois récréatif ou les loupés qui peuvent être super drôles. Ou... Ouais, et sans évidemment minimiser la souffrance, quoi. Mais en fait, comme pour tout, rejoindre l'un et l'autre et être dans un truc systémique, quoi. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Julie. Vous retrouverez dans la description de la vidéo des liens vers son site internet si jamais vous souhaitez réserver des consultations. Vous pourrez également la retrouver dans la formation sur les bases de la thérapie de couple enregistrée avec le docteur Robert Nuburger, formation dans laquelle Julie vient parler spécifiquement de la sexualité dans le couple. C'est vraiment beaucoup plus à destination des professionnels si jamais ça vous intéresse. Et en attendant de vous retrouver avec impatience pour une prochaine vidéo dès la semaine prochaine, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.